BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Philippe Martinez, merci d'être là, merci d'être en studio. Et puis je crois que vous avez été, vous étiez, vous me disiez, le seul à la CGT à travailler, en tous les cas, bien non, sûr. Pas à travailler. À ne pas être en télétravail, puisque Exactement. vous étiez donc à votre bureau. Philippe Martinez, il y avait évidemment plus sérieusement beaucoup de questions à voir, parce que crise sanitaire, crise économique, crise sociale. On y va. Peut-être d'abord un mot sur ce plan de relance franco-allemand qui a été annoncé hier. Laurent Berger, votre homonyme de la CFDT, a dit que la CFDT soutenait cette démarche qui redonne des perspectives. C'est un vrai signal politique. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme, en tous les cas, sur l'annonce? Après, on va voir les modalités, bien sûr, de Laurent Berger. En tout cas, c'est difficile parce que c'est une annonce. Et tout de suite derrière, on sait que des pays... c'est ça la solidarité des pays européens, vont dire non, il faut de la solidarité entre pays. Donc c'est un effet d'annonce, malheureusement. Quelles mesures on prend concrètement pour qu'un plan de relance, une aide concrète aux pays les plus en difficulté, soit mise en œuvre? Là, on voit bien que tout de suite derrière l'annonce, tout le monde, enfin, une majorité de pays vont dire non, pas nous, il faut que ça soit les... Pas une majorité, on a vu l'Autriche qui reste quand même un petit pays à l'aune de l'Europe. Il peut y avoir des pays nordiques, il peut y avoir des pays de l'Est, etc. etc. Est-ce que ça veut dire que de toute manière, est-ce que vous, pour la CGT, il est important qu'il y ait un plan de relance au niveau européen, quelles qu'en soient les modalités? Est-ce que vous dites que l'Europe doit absolument être présente dans cette crise pour nous sauver de cette situation? Oui, il faut que l'Europe joue son rôle. Oui. Pas quel qu'en soit le prix. Quoi qu'il en coûte. Ni quoi qu'il en coûte, oui, mais pas à n'importe quel prix, notamment pour les salariés, pour les populations. On peut pas, justement, c'est pour ça qu'il faut de la solidarité, il faut revoir la question de la dette et certainement l'annuler pour une partie des pays, parce qu'on voit bien que c'est à cause de cette dette que la situation de certains pays s'est dégradée, et si on en remet en plus, ça va être encore des restructurations, des licenciements et de la misère. Donc il faut de la solidarité européenne, mais pas à n'importe quel prix. Philippe Martinez, je vous ai demandé d'être là parce que c'est vrai que ici, comme vous savez, vous venez souvent nous voir, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres, etc. Et on dit, la CGT, en fait, on vous accuse un peu de vouloir éviter la reprise de l'économie, l'activité. Qu'est-ce que vous pouvez dire, répondre? Quelle est l'attitude de la CGT et de vous, Philippe Martinez, pour sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons, pardon? Alors, premièrement, je dois dire que c'est quelques éditorialistes qui nous accusent de ça, et puis des ministres aussi qui se prêtent à ce rôle. Nous, ce qu'on dit, c'est l'économie et la santé, ça doit aller de pair. Et on voit bien, l'actualité l'a montré, que quand on privilégie l'un par rapport à l'autre, il y a des risques. Je ne cite pas les abattoirs que vous avez rapportés dans vos informations. On voit bien qu'il faut ménager. Et l'économie, évidemment, on souhaite la reprise, les gens veulent travailler, vous savez qu'il y a des gens qui perdent de l'argent quand ils sont au chômage partiel, donc ils souhaitent, et puis c'est difficile ces conditions de confinement, on a besoin, la vie sociale c'est important, mais pas à n'importe quel prix là non plus, et quand on ne conjugue pas économie, reprise de l'économie et santé, eh bien il y a des choses qui arrivent telles qu'on l'a vu dans ces abattoirs. Oui, mais en l'occurrence, si on prend le cas de Sandouville-Renault, alors Renault que vous connaissez, on va quand même rappeler à ceux qui l'auraient oublié, mais enfin vous avez quand même passé combien de temps? J'y suis encore. Vous y êtes encore du reste, donc vous y êtes passé 20 ans, 22 ans chez Renault, donc vous connaissez bien l'entreprise. L'histoire de Sandouville, c'est pas une question de mesures sanitaires, c'est les convocations par mail n'ont pas été faites comme il le fallait. Non, ça c'est... je sais pas, enfin en tous les cas c'est ce qu'on dit, et donc puisqu'on dit ça, tout le monde le répète, enfin, un certain nombre le répète. Ok, donc allons-y. Sandouville, c'est exactement la même situation qu'Amazon ou des entreprises, des abattoirs qu'on vient de citer. Quand on fait un plan sanitaire, c'est pas la direction qui décide toute seule comment ça doit se passer. C'est un échange, et au bout de cet échange, eh bien, on valide un plan sanitaire. Vous voyez, parce que on fait la différence entre Amazon et Renault, c'est le même problème. Vous voyez, Amazon, personne n'a accusé les syndicats d'avoir fermé les entrepôts. Pourquoi ? Alors que c'est la même situation. Premièrement, c'est un juge qui décide. Un juge. Mais d'accord, mais enfin, vous voyez, j'entends des ministres souvent dire on ne commente pas les décisions de justice. Là, celle-là, elle a été commentée. Donc, on discute, et quand on est d'accord pour que toutes les mesures soient prises
dans une discussion en respectant les instances représentatives du personnel, eh bien il n'y a pas de problème. Amazon, ce week-end, il y a eu un accord de signé, la CGT l'a signé d'ailleurs. Ok, chez Renault, donc vous nous dites Sandouville, c'est pas la question de mail, etc. C'était pas ça du tout la question. C'est exactement... C'est le respect des règles du dialogue social et l'écoute des représentants des salariés à Sandouville. Il y avait un risque sanitaire chez Renault, Sandouville, à l'usine de Sandouville. Il y a toutes les problématiques exposées par les syndicats et par la CGT n'étaient pas respectées. Un plan sanitaire, c'est pas une direction qui arrive et qui dit voilà ce que je vais faire. C'est elle dit voilà ce que je propose de faire. Vous voyez la nuance, c'est ça le dialogue. Et quelles sont vos remarques? Ça n'a pas été fait. Pour faire un petit peu d'humour, peut-être que vous n'allez pas apprécier, il y avait, je crois, un dessin, c'est pour ça que je le fais, un dessin qui disait il faut vite déconfiner pour qu'on puisse tout rebloquer. Philippe Martinez, est-ce que ce qui s'est passé quand même là, est-ce que ça a changé un tout petit peu l'attitude de la CGT, si vous me permettez? Non, j'adore les caricatures, donc ça me fait beaucoup rire, ce genre de dessin. Mais une caricature, c'est une caricature. Ce n'est pas la réalité. Oui. Moi, je me félicite que la CGT et d'autres syndicats, mais que la CGT était présente durant ces 8 semaines dans des conditions difficiles pour aider les salariés, que beaucoup de salariés nous ont appelés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on applique ça? Est-ce que vous croyez que je peux reprendre mon boulot parce que j'ai pas les masques, parce qu'il n'y a pas de gel, parce que dans une usine, vous le savez très bien, respecter les distances avec le bruit, c'est très compliqué. C'est le cas dans les abattoirs. Le problème des vestiaires. Un vestiaire, c'est différent que dans un bureau où on peut respecter. Eh bien, la CGT, elle s'est battue, elle a conseillé les salariés, et quand il n'y a pas eu de problème, personne n'a dit à la CGT, elle s'oppose à quoi que ce soit. Mais quand il y a des problèmes, il y a un genre de petite musique qui devient d'ailleurs une mauvaise petite musique. On sera responsable de tous les maux. C'est pas nouveau, hein. Un hebdomadaire l'avait fait durant le mouvement social des retraites. Donc c'est pas nouveau ce genre de... Quand c'est un caricaturiste qui le fait, ça me fait beaucoup rire. Quand c'est des prétendus éditorialistes, ça me fait moins rire. Est-ce que on voit qu'il y a des dossiers qui commencent à être révélés? Il y a Conforama, NAFNAF, Alinéa, mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a beaucoup d'entreprises qui jouent leur survie. D'abord, vous, est-ce que la CGT, vous avez des remontées sur ces dossiers-là? Conforama, il y a aussi un problème... Il y en a beaucoup. De banquiers. J'ai eu le ministre de l'économie, je lui envoie un courrier, je vais lui envoyer un courrier, je pense qu'il est parti tout à l'heure. Pour lui dire quoi? Avec une liste d'entreprises où on dit, avant d'engager des licenciements, regardez ensemble, discutons pour voir s'il n'y a pas d'alternative. Et puis je lui ai dit, et je lui ai écrit, qu'il y a certaines entreprises qui avaient des plans de restructuration dans les tiroirs et qui, sous prétexte de Covid, leur sortent. Vous savez, on parle beaucoup de l'aéronautique, mais toute une série de sous-traitants de l'aéronautique, avant la crise, étaient déjà en train de réfléchir parce qu'il y avait les problèmes techniques chez Boeing. Or, vous savez, des entreprises comme Safran travaillent pour Airbus et Boeing. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos, entre guillemets, de la crise sanitaire des choses qui étaient déjà... Donc, parlons, discutons et trouvons des solutions ensemble avant de dire je restructure. Et cette liste, il y a quoi, une liste, il y a quoi comme entreprise? Vous pouvez nous dire les noms? Il y a le commerce, vous en avez cité, il y a Conforama, Linéa, La Halle, par exemple. Il y a Engie, par exemple, qui annonce près de 10 000 suppressions. Oui, alors hier je recevais son président du conseil d'administration qui dit c'est pas des cessions, c'est pas justement des suppressions de postes, c'est des ventes. Parce que justement, j'ai dit la CGT, vous, Philippe Martinez, redoutez entre 10 et 15 000 suppressions de postes. Il dit, attention, ce n'est pas des suppressions de postes, c'est qu'on va vendre des sociétés, des lagages, mais peut-être d'autres aussi plus importantes comme Endel. On n'a aucune expérience de vente où il n'y a pas eu de suppression d'emplois. Il y en a quand même quelques-unes. Donc Engie est un vrai problème. Et d'ailleurs, on parle de reprise de l'économie, on parle de réindustrialisation, etc. Profitons-en pour revoir ce que ça veut dire relocaliser, réindustrialiser. Engie est un bon exemple. Il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, il y a la sidérurgie. Oui, alors il y a un accord. Il y a un accord là qui a été signé là, de la métallurgie. Est-ce que pour vous, c'est pourquoi vous l'avez pas signé du reste cet accord pour la métallurgie? Parce que c'est un accord qui prévoit de dégrader les conditions de travail.
Vous voyez ? La CFDT, la CFSGC de mémoire l'ont signé. Quand vous aurez un autre invité, vous lui poserez la question. Non, mais c'est pour ça de dire qu'il y en a d'autres. Là, vous m'interrogez pourquoi on ne l'a pas signé, parce que ça va dégrader les conditions de travail, c'est des prises de congé, enfin c'est du vol entre guillemets de congés pour les salariés. Enfin les salariés qui étaient chez eux, ils n'étaient pas en vacances. Il y en a même qui travaillaient en étant chez eux. Donc je vous le dis, il y a besoin d'une reprise économique et la CGT, personne ne peut nous le contester, défend l'industrie comme personne, je crois. Par contre, cette reprise, elle ne peut pas se faire au détriment de la santé des salariés. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'entreprises... Ah, attention, voilà, on vous apporte une bouteille d'eau en passant dans la caméra, mais voilà, c'est les joies du direct. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre ce que vous venez de dire, beaucoup de choses sur le dos du Covid? Il y a aussi Air France KLM. Est-ce que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer? Justement, comme on ne sait pas ce qui va se passer, discutons avant, trouvons des solutions, des alternatives, y compris de la diversité dans l'activité, de la formation pour les salariés, plutôt que de choisir la solution, et là je mets des guillemets, la plus simple. Comme on voit trop souvent, c'est on vire d'abord, on discute après. Et puis il y a des nouvelles filières à créer. Vous voyez, moi ça m'irrite fortement quand on dit la CGT veut casser l'industrie, etc. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour la création d'une filière d'imagerie médicale en France. 10 ans, tout seul. Vous ne pensez pas qu'on avait un peu d'avance sur notre temps? Eh bien, moi je me félicite qu'une entreprise qui est dans l'Isère, Trixel, on s'est battu, la CGT s'est battue pour pas la fermer. Eh bien, ils ont travaillé parce qu'ils font des détecteurs pour l'imagerie médicale. Et là, le meilleur remerciement qu'ils ont eu, c'est le personnel soignant de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu qui leur ont envoyé une photo. Oui, c'était l'inverse. Merci les ouvriers de Trixel d'avoir continué à travailler. Mais, vous voyez? Oui, mais en même temps défendre l'industrie, bien sûr. En plus, vous connaissez très bien cette industrie. Regarde, parlons de Renault encore une fois. Je parle pas plus de Sandouville, bien sûr, mais vous avez vu les immatriculations en Europe, moins 74%, et pour la France, pour Renault, c'est moins 79%. Vous vous dites, il faudra bien faire quelque chose, non? Vous êtes d'accord? Donc là, on va voir ce que va nous annoncer le 29 mai Jean-Dominique Sénard, le nouveau président de Renault. Il y aura forcément une remise en cause du modèle Carlos Ghosn. Il y aura forcément une nouvelle peut-être, je sais pas, usine créée autour de la voiture électrique et des relocalisations peut-être. Mais alors, premièrement, je fais une petite parenthèse. Le marché automobile s'est cassé la figure, ça c'est clair. Sauf un constructeur, Porsche, qui a fait plus 25%. Oui. Plus 25%. Mais c'est bien de le dire aussi. Bah, c'est des petites quantités quand même. D'accord, mais tout le monde... il suffit qu'on en vende de plus, ça fait... La crise ne se vit pas de la même façon pour tout le monde parce que c'est pas les voitures les moins chères. D'accord. Oui. Je ferme cette petite parenthèse. Renault, le problème de Renault, c'est pas lié au Covid. Vous venez de le dire. Est-ce qu'on va revoir la stratégie de Carlos Ghosn? Là aussi, comme c'est une entreprise que je connais bien, ça fait un petit moment que j'en parle au ministre de l'économie, et je pense que le nouveau PDG de Renault devrait écouter la CGT qui a fait un plan de redistribution des productions, parce que cette volonté de faire de la croissance externe à tout prix, en dépensant beaucoup d'argent sur des marchés qu'on dit low cost, mais c'est surtout les salariés qui sont low cost. Mais vous pensez à quoi là? Vous faites allusion à la Nissan, Mitsubishi, ou vous dites... Vous savez le nombre de marques qu'a racheté Carlos Ghosn, le nombre d'entreprises qu'il a créées dans des pays à bas coût, où les salariés ont des mauvaises conditions de travail, ont pas de protection sociale, parfois pas de protection du tout. On peut les compter, ça coûte de l'argent. Eh bien cet argent-là, c'est pas dire il faut pas faire travailler les salariés dans d'autres pays, mais il faut que les conditions de travail soient les mêmes, les plus justes possibles. Vous croyez la relocalisation possible? Parce que, en tous les cas, c'est un peu le discours de Bruno Le Maire en disant attendez, là vous recevez un prêt, très bien, ça c'est mais il faut relocaliser. Est-ce que c'est possible? À ce moment-là, il y a des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi? Parce que ça on produit un peu plus cher. Il y a des impôts un peu plus chers, donc on est un peu plus cher. Vous connaissez la logique comme moi, Philippe Martinez. Il faut les augmenter un peu. Vous voyez, cette crise a révélé... Donc en faisant là, on vendra les voitures un peu plus chères. Mais il faut, ça dépend des marges, des entreprises, ça dépend, oui, c'est important, des investissements, etc., etc. Donc mais vous avez raison, ça fait aussi un moment que j'en parle avec Bruno Le Maire, parce que Renault, j'aime toute l'industrie, mais
Quand on a travaillé aussi longtemps dans une entreprise, ça intéresse. Et donc oui, il faut relocaliser un certain nombre de productions. Renault produit moins de 25% de ses véhicules en France. Moins de 25%. Il faut revoir. Et on produit plus du tout de petits véhicules en France. Enfin, chez Renault, pardon. Il faut revoir. Et puis, peut-être qu'il faut, vous parliez de l'Europe en démarrant l'émission, il faut aussi que, peut-être qu'en Europe, enfin pas peut-être, en Europe et dans le monde, on revoit ce monde qui consiste à toujours mettre de côté les conditions sociales des salariés et les questions environnementales. Parce que réimporter des produits, pour l'environnement, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que vous pensez vous voyez vraiment une vague de restructuration très très importante? Si le gouvernement ne prend pas plus appui sur les propositions des syndicats et laisse faire, par exemple, des aides ou des prêts sans conditions sociales et environnementales, oui, il y a un risque. Normalement, enfin pas normalement, mais en tout cas, Bruno Le Maire l'a dit, ici même du reste. Et ça suscite des interrogations en disant, là c'est le moment, il ne faut pas louper le coche de la croissance verte. Donc d'accord, on vous donne de l'argent, des prêts, mais en échange, il faut des engagements environnementaux. C'est pas la croissance verte, c'est produire autrement. C'est produire autrement, travailler autrement. C'est pas de la croissance verte, parce que si on fait les mêmes excès sur de l'industrie verte, on n'aura rien réglé. C'est produire différemment, investir dans des nouvelles productions, travailler autrement. C'est ça qu'il faut. Et ça doit se réfléchir en France, en Europe et sur la planète. Nous nous battons pour qu'il y ait des critères sociaux et environnementaux, par exemple pour les appels d'offres des marchés publics. Vous savez, si on avait à choisir entre un train chinois et un train européen pour équiper la SNCF, avec des critères comme ça, il n'y aurait pas photo, vous voyez. Donc il faut revoir le monde de demain, on ne peut pas continuer comme ça. Mais donc pas que la croissance verte, c'est pas suffisant, c'est ce que vous dites, Philippe Martinez, c'est-à-dire... La croissance verte, c'est quelque chose que nous récusons, travailler autrement. Parce que si on produit... La croissance verte, ça ne veut rien dire. Si c'est pour produire plus avec des labels écolos, avec la dégradation des conditions de travail, avec aussi des questions environnementales induites, ça ne sert à rien. Produire autrement, produire différemment et en respectant les salariés et la planète. Est-ce qu'il faut le chômage partiel, là, quelques mesures, parce qu'on voit bien, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement, on va y revenir. Chômage partiel, jusqu'à quand? Vous pensez qu'il faut aller 1er juin, ou au contraire, il faut aller jusqu'à l'été, comme le disait Geoffroy de Bézieux, qui était aussi mon invité? Il faut pour tous les salariés pour qui c'est nécessaire. Si on veut préserver la santé, il faut une reprise progressive de l'activité. Ceux qui ne peuvent pas reprendre, il faut qu'ils soient en chômage partiel. On se bat depuis le début aussi sur ces questions-là pour mettre plus à contribution les assurances. Parce que on a proposé au gouvernement qu'il décrète un état de catastrophe sanitaire. Il y a des petits commerçants, des petits artisans qui, évidemment, sur leur contrat d'assurance, n'avaient pas prévu le Covid-19. Pandémie, oui, non, oui, oui. Sûr, oui. Et comment on fait pour les aider, eux et leurs salariés, parce que souvent ils ont 1 ou 2 salariés pour qui l'avenir peut s'assombrir, comme pour le patron. Eh bien, si on décrète un état de catastrophe sanitaire comme on le fait pour les catastrophes naturelles, vous savez, eh bien, les assurances qui sont... Et on vous a répondu quoi? On vous a répondu quoi? On va leur en parler, on va les inciter à le faire. Mais vous voyez bien qu'il y a, on voit bien qu'il y a des intérêts communs. Il y a des commerçants, des restaurateurs qui emmènent les assurances au tribunal. J'espère que vous le direz aussi, parce que justement, les assurances ne couvrent pas ce genre de risque. Mais comment bien sûr, on sait que c'est un très gros dossier. Je ne sais pas si hier vous avez regardé ce remarquable, enfin en tous les cas très intéressant documentaire de confrères de BFM TV sur l'Élysée avec Emmanuel Macron dans cette période de confinement. Il y avait juste un moment, on le voit en vidéoconférence avec Philippe Etchebest, le chef Philippe Etchebest. Et puis il y a l'autre qui lui reproche telle ou telle chose. Et il dit, mais quand même, est-ce que vous avez... Pas drôle, personne ne nous reproche d'avoir quelque part nationalisé l'emploi en France, puisqu'il y a quasiment la totalité des salariés qui sont actuellement payés par l'État. Est-ce que vous dites, là, quand même, l'État, il a fait le job? L'État-providence, il a été là, ou pas? Non, mais au moins sur ce point-là. Après, il y a d'autres points. Mais le chômage partiel, ça existait avant le Covid. La seule différence, c'est l'ampleur des gens. Bien sûr. Encore qu'il faudra vérifier, parce qu'entre les demandes des entreprises et la réalité des demandes de remboursement, je ne suis pas sûr qu'on soit 12 millions. Mais la ministre du Travail et le gouvernement communiqueront. Mais il y a 4 mois, je suis sûr que vous avez reçu plein d'invités qui disaient le modèle social français, il faut changer, vive le modèle anglo-saxon. Eh ben, on voit que ça sert quand même. Hein, vous savez, en quelques semaines aux États-Unis, qu'on vante souvent, il y a eu quand même des millions de chômeurs. Eh bien, nous, on a
une sécurité sociale, une santé, même si elle est très attaquée, qui permet encore d'avoir ce matelas et d'éviter que trop de gens soient au chômage. Et ben, non seulement il faut le préserver, mais il faut revenir en arrière. Je pense à l'assurance chômage. vous savez, on avait présenté... il est déjà largement revu en arrière. Hein. Non, elle est suspendue pour l'instant. Oui, c'est suspendu. Elle est suspendue. Mais pour quelque chose qui était hyper moderne, qui allait protéger les chômeurs, la première mesure, c'est de le suspendre. De la part du gouvernement, c'est que c'était pas si bien que ça. Une question, Philippe Martinez, sur l'hôpital quand même, parce que évidemment, il y a ce Ségur de l'hôpital, avec Olivier Véran qui a dit que la question de la rémunération était, j'ai envie de dire, enfin sur la table. Et vous serez autour de la table, justement autour de la table, ou pas, Philippe Martinez? Comme d'habitude, oui. Comme d'habitude. Par contre, il faut autre chose qu'une médaille. Hein, oui, non, bien sûr. Mais là, il y aura des rémunérations. Et puis la fin des 35 heures avec un assouplissement. Non, mais d'accord, mais donc c'est pas ça. Le mouvement social dans les hôpitaux, il date depuis un petit moment. Et les EHPAD, d'ailleurs. Les 35 heures, non? Non, mais ça fait 1 an et demi que les hôpitaux, les personnels soignants est mobilisés. On leur a rayonné. Ça fait beaucoup plus qu'ils sont mobilisés. Oui. On leur a rayonné. Oui. Plus peut-être. Aujourd'hui, on se rend compte que le travail qu'ils font... Vous savez combien il y a d'heures supplémentaires pour le personnel soignant? Je crois qu'on dépasse les 2 millions. Ouais. Donc ils travaillent déjà plus de 35 heures. Donc remettons pas en cause les 35 heures. Par contre, faisons en sorte qu'il y ait des emplois suffisants pour qu'ils puissent faire leur travail correctement, qu'ils n'aient pas des tâches diverses, et puis qu'on reconnaisse leur qualification. Ça a eu le mérite d'exposer au monde entier, j'allais dire, que les soignants en France sont parmi les plus mal payés d'Europe. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il était temps qu'on s'en rende compte. Oui, mais peut-être qu'il faudrait, je sais pas, les faire aller tout de suite à 35 heures, à 37 heures avec la rémunération qui va en face. Mais pour clarifier la situation, plutôt que d'empiler des heures supplémentaires qu'on ne leur verse pas. Pour éviter de faire des heures supplémentaires, il faut faire, comme ils le revendiquent depuis des mois et donc des années, comme vous dites, des embauches supplémentaires. Ouais, donc vous serez autour de la table. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et sur le télétravail, vous serez autour de la table, Philippe Martinez? Nous, on a demandé depuis un petit moment qu'il y ait un accord national sur le télétravail. Si vous avez reçu le président du MEDEF, il est moins... Ah, mais il a dit qu'il voulait vous recevoir, là, bientôt. J'ai pas compris qu'ils étaient pour un accord national. Ils veulent réfléchir sur le télétravail. C'est pas la même chose. Un accord national, ça permet d'encadrer un certain nombre de choses, parce que la plupart des gens qui travaillaient à la maison durant ce confinement, ils n'étaient pas en télétravail. Le télétravail, c'est pas travailler, puis s'occuper des devoirs des enfants, puis préparer à manger. C'est pas se partager un ordinateur à 4 ou à 5. Mais vous espérez un accord? Il faut un accord. Il faut un accord. Il faut un accord. Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'avoir été avec nous, secrétaire général de la CGT. Voilà, comme ça vous avez expliqué que la notion sociale est aussi importante que la notion environnementale. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h15 et puis dans l'orage 12h-13h. Bonne journée.